Bienvenue à la conférence du mois de février du Centre de thérapie intégrative. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir en exclusivité une psychologue de l'équipe en fait du centre. Donc la dernière fois, c'était moi. Et là, c'est Ida ce soir, donc docteur en psychologie qui intervient ce soir et qui nous fait une présentation sur elle va en parler mieux que moi, mais sur un best-seller qui s'appelle J'arrête de râler, qui a une déclinaison notamment sur le conjoint et les enfants. Je suis en train d'admettre toutes les personnes qui rentrent en même temps. Voilà, donc elle va nous présenter ça ce soir et je suppose qu'il y aura un temps de questions. Je suis dans la même pièce avec Ida. Je suis avec elle. On est deux. Voilà. Bonsoir. À cause du Covid, tout le monde est... Bonsoir Ida. En fait, nous sommes deux dans notre salle de réunion, un petit peu vide. Juste des aspects techniques. Est-ce que vous m'entendez déjà parce que Bonsoir Alexandra. Salut Benoît. Oui. Un bel endroit, c'est très joli derrière toi. Salut Benoît. Tu connais la pièce, c'est pour ça. Ah. Est-ce que vous m'entendez au niveau micro? Moyen. Enfin, on peut augmenter le son de l'ordinateur. Hein. Non, 0, ça veut dire... Non, c'est bien, ça veut dire non. Non, 0, nickel. Là. Ah, il faut que je coupe moi le son. Ah, je vais couper pour qu'Ida puisse... Oui, parce qu'on est dans la même pièce. Comme ça, vous allez écouter Ida. Donc, voilà. Ida commence. Super. On n'entend plus là. Hein. Elle a coupé son micro, je crois. Là, c'est bon? Ouais. Oui. Ouf. Ça fait un gros écho par contre. Ça fait... Ouais, ça y est, je crois que c'est bon là. C'est bien là? Ouais, c'est bien. Ok, super. Oui. Donc, je vous proposais de mettre dans les commentaires pour démarrer, et ça va nous permettre avec Alexandra également de prendre le temps de vous projeter le PowerPoint sur le Zoom. Donc, d'indiquer dans les commentaires ce qui vous a donné envie de venir passer du temps ce soir sur ce sujet. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Voilà, donc je vous laisse une petite minute dans le chat pour nous dire un petit peu comment a résonné ce thème pour vous. Et on revient tout de suite. Voilà, ça laisse le temps en même temps à d'autres personnes d'arriver. Donc, bienvenue à Marie qui vient de se connecter. Alors, Jacqueline et Gégé qui nous dit « J'aimerais être moins perfectionniste et avoir quelques pistes pour moins. » Ah là là, ça écrit vite dans les commentaires. Pour moins râler ou crier. Ok, super. Vincent, tout d'abord, merci pour cette conférence gratuite. Merci beaucoup. Marie qui parle d'anticipation. Chloé qui râle beaucoup sur tout et sur son conjoint. Oh, Chloé. Très contente de participer. Bah, super, nous aussi. Benoît, coach en divorce, je sais. Je suis sûre que je vais encore en apprendre. Ok, génial. Super. Donc, attention, le suspense est à son maximum. je reviens. Non, c'est bon. On arrive. Les aléas du direct et de la technique. Le suspense est à son compte, n'est-ce pas? Alors, Vincent, du coup,
J'aimerais me libérer de ma tendance intérieure à râler et mieux accepter les rallyes extérieurs de ma copine. Très bien. Est-ce que ta copine est avec nous, Vincent? Marie. Il va pouvoir s'exprimer franchement, alors c'est tant mieux. Marie n'entend rien. Ah, mince. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Marie. Ok, super. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, je connais certaines personnes, certains d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, que je sache un petit peu d'où vous venez, peut-être ce que vous faites, et si vous avez des enfants ou pas, si vous avez un conjoint, conjointe. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ça aussi dans les commentaires? Et a priori, on est presque au complet aussi en termes de participants, puisqu'il y avait à peu près 15 inscrits. Alors, Jacqueline a un compagnon et 2 enfants en bas âge. Marie est célibataire et sans enfants. Donc, Marie, tu entends maintenant, j'ai l'impression, tant mieux. Super. D'accord. Est-ce qu'on est entre coach, entre psy aussi? Ça m'intéresse. Du coup, ça me permettra aussi d'ajuster mon discours. Parce que si vous êtes dans le domaine, on va dire, il y a sans doute plein de choses que vous savez déjà. Je suis RRH, psychologue du travail, mariée avec un enfant en bas âge, en couple, psy au CTIMT pour Chloé, bien sûr. Tout à fait. Ok. Alors, la technique nous fait défaut, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave, on va faire comme on peut. Parce que nous sommes rentrés tous ensemble. C'est moi. Non, mais parce que j'aurais aimé avoir mes notes. Mais c'est pas grave, je vais faire sans notes. Ça n'a aucune... Parce que c'est pas ça que je veux vous partager, vous voyez, par exemple. Là, vous voyez mon écran de projection, n'est-ce pas? Oui, c'est bon, on voit bien. Oui. C'est tout à fait ça que je vais faire quand même. Je vais essayer de commencer à partager sur le dessin. Ah, ça y est? Ah, oui, très bien. Coupe. Je vais arrêter moi le partage. Et toi, tu peux partager. Ok, bon. On va résoudre ça et c'est moi qui vais partager, tant pis. Je vais faire avec ce que j'ai dans ma tête, ce sera déjà pas mal. Alors, donc c'est toujours pas ça que je veux que vous voyez. Hop. Désolée pour ces aléas. On fera mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est assez intéressant, ces aléas de démarrage, parce que je vous invite à rentrer dans un espace non râleur. Donc, c'est plutôt à propos. Et donc, ce soir, aller visiter une proposition qui nous a été faite il y a presque 10 ans maintenant par Christine Levicki, qui a écrit ce best-seller « J'arrête de râler ». Alors, il faut croire qu'on est un certain nombre à être concernés par la question, et moi la première. Je vais vous en dire d'ailleurs quelques mots dans ma présentation, puisque Christine a vendu 300 000 exemplaires de ce livre, ce qui est juste énorme pour un livre de développement personnel. Donc oui, aujourd'hui, on va parler de développement personnel plus que de grandes théories en psychologie. Je vais vous dire un peu ce que Christine partage dans ce livre, mais aussi, j'ai envie de dire, les enseignements que moi-même j'ai tirés en étant accompagnée par Christine, personnellement,
et en délivrant ensuite moi-même ce message auprès de groupes que j'accompagne aussi bien auprès de familles que dans les entreprises. Puisqu'ensuite, Christine a écrit un autre livre qui s'appelle « J'arrête de râler au boulot ». Et celui-ci, eh bien, je l'ai utilisé et développé, transmis auprès d'une entreprise qui n'a pas du tout l'habitude de râler, qui s'appelle la SNCF, dans laquelle j'ai eu le plaisir et la joie de travailler pendant plus de 10 ans. Voilà, et je suis partie de la SNCF il y a maintenant 1 an. Et avant de partir, j'ai déployé un grand projet sur une région de 10 000 collaborateurs auprès desquels on a délivré ce message pour accompagner les énormes transformations qu'il y avait et qu'il y a au sein de cette entreprise depuis plusieurs années. L'invitation étant de développer une posture plus responsable, plus ouverte et plus coopérante. Et on va voir que c'est aussi ce que l'on peut faire en famille. Alors, je crois qu'on est tous là maintenant, au complet. Je vais commencer par vous dire quelques mots de qui je suis et faire un truc qui n'est pas du tout admis par les psychologues. Je vais parler de mon expérience personnelle. C'est interdit, vous le direz à personne, hein, promis. Hein. Bon, il se trouve que je suis aussi coach et les coachs, ils parlent beaucoup de leur expérience professionnelle. Donc là, je prends ma casquette de coach et je vais vous raconter un petit peu qui je suis, voilà, et comment j'en suis venue moi-même finalement à passer par ce chemin-là, m'interroger sur mes râleries et faire le chemin moi-même. Donc voilà, je suis cette dame-là avec toute cette petite marmaille, un mari avec lequel j'essaye plus ou moins de m'entendre et j'ai travaillé ces 15 dernières années dans des grands groupes, à Air France, à la SNCF, où j'ai fait du développement managérial et de l'accompagnement des transformations, un peu de recrutement, un peu de qualité de vie au travail. J'ai fait une thèse de doctorat sur la fonction managériale et je donne des cours à Paris-Nanterre où là, je mets un peu plus ma casquette d'universitaire. Et puis, depuis 1 an, j'ai développé un cabinet qui s'appelle Psy-Éco-Développement et qui s'occupe en particulier des managers et de leurs équipes dans les transformations actuelles que vivent les entreprises et le monde de manière générale. Et Dieu sait qu'elles sont bien nombreuses, bien avant le Covid et avec le Covid. Je m'occupe également des hauts potentiels et puis particulièrement aussi de la place des femmes dans la société, dans les organisations et dans leurs familles. J'ai, je dirais, une passion, transmettre ce que j'ai appris de ces dernières années, animer des groupes, faire ce qu'on est en train de faire ce soir ensemble. C'est quelque chose où je trouve pas mal de satisfaction. Alors, on va dire que ça, c'est un petit peu l'image d'Épinal, n'est-ce pas? Parce que tous les... Alors, ouais, Alexandra me précise quelque chose qui est important à dire. C'est enregistré. Voilà, donc sachez-le, s'il y a une gêne de votre côté par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire, à nous mettre un petit mot dans le chat et voilà, on prendra ça en compte. Donc comme je vous disais, bon, ça c'est un petit peu l'image d'Épinal. Je vais vous montrer un petit peu plus à quoi ressemble parfois encore mon quotidien. Alors d'abord ça, clairement il y a 5 ans, je vivais une pré-journée comme beaucoup de femmes avec qui j'ai pu partager, soit en séance, soit dans mon entourage, où arrivant au bureau à 9h, après 1h30 de transport, des déposes crèche, école, des laits renversés sur la table, des chaussettes mal assemblées, etc. Et j'arrivais juste à 9h au bureau, complètement épuisée et échevelée. Ma maison ressemblait parfois à un champ de bataille avec des petits loulous très mignons qui s'y promenaient, mais quand même avec un bon gros bazar. J'ai souvent fini mes soirées à peu près comme ça et souvent également avec l'envie d'envoyer tout balader et assez proche de la crise de nerfs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur un bouquin
Et ce bouquin, il s'appelle « J'arrête de râler ». Ce qui est assez drôle, et là je laisse les psychanalystes faire leur travail, c'est que je n'ai aucun, mais alors aucun souvenir de comment ce livre est arrivé entre mes mains. Je ne sais pas si je l'ai acheté, je ne sais pas si on me l'a offert, je ne sais pas. En tout cas, il était dans ma bibliothèque, sans doute à un moment ou à un autre. J'ai lu ce livre, j'ai rencontré Christine et je me suis mise au travail. Et ça, je pense que vous voyez à peu près ce que ça veut dire de se mettre au travail. Donc, le voilà, le livre dans mes mains, et puis me voilà avec Christine. J'ai fait plusieurs retraites avec elle, et puis après avoir fait des retraites, et après avoir essayé de progresser un petit peu, et d'avoir progressé un petit peu, j'ai été formée par Christine pour délivrer ce message et cette proposition. Alors, il y a d'abord une première chose qui a commencé à changer pour moi. La première, vraiment toute première chose, et je pense que c'est quelque chose qui vous parlera, surtout pour ceux qui accompagnent ou pour ceux qui ont déjà fait un travail de transformation, c'est le fait, bizarrement, que j'ai redécouvert pour moi-même que si je voulais un changement dans l'organisation de ma vie familiale, personnelle et professionnelle, eh bien, ça allait d'abord passer par un changement qui allait être un changement personnel, individuel, et qu'il allait falloir que j'aille réellement chercher au fond de moi quels étaient mes besoins non satisfaits, mes émotions, et je pense que ce point-là va parler largement à beaucoup d'entre vous. Donc, pas à pas, je m'y suis mise, ça a été un long cheminement, et donc aujourd'hui, eh bien simplement, je voudrais vous proposer de réfléchir, vous aussi, si vous êtes parfois enclin comme ça à la râlerie et à des situations qui peuvent être parfois explosives en famille ou avec vos enfants, eh bien, à quoi pourrait ressembler votre vie si vous pouviez simplement vous libérer de certaines frustrations, de certains inconforts, de certaines situations critiques que l'on peut vivre dans un quotidien bien chargé et largement contraignant. Je vous invite simplement peut-être juste à poser cette question-là maintenant. Et si vous avez un papier, un crayon avec vous, eh bien de laisser filer le crayon quelques instants. À quoi pourrait bien ressembler ma vie si je pouvais me libérer de toutes ces frustrations qui s'invitent lorsque les situations de la vie, du quotidien, ne manquent pas de venir me challenger, me titiller, me chercher exactement à l'endroit où ça fait mal. Et si vous avez envie, vous pouvez même nous partager ça dans le chat. Qu'est-ce qui se passerait pour vous si face à la vie, à tout ce qu'elle nous présente, aux défis qu'elle nous fait rencontrer, si je pouvais simplement être là face à ces événements et être moins enclin à la frustration et à l'inconfort. Alors peut-être une première question que vous vous posez, que je vous invite en tout cas à vous poser, c'est au fond, pourquoi est-ce qu'on râle ? Alors Benoît nous dit, quand je suis contrariée, je pratique un processus d'intelligence émotionnelle pour libérer mes émotions désagréables. Ouais, super. Chloé, moins de charge mentale, moins d'émotivité, plus de calme et moins de cigarettes, plus d'économie. Ouais. Une vie beaucoup plus douce et beaucoup plus simple. Ouais, tout à fait. Alors c'est super intéressant et en effet, bon, je vais faire une première partie de présentation, mais après, il y a beaucoup de praticiens là dans l'assemblée, donc je trouverais vraiment ça intéressant de partager sur vos ressources à vous. Il y a sans doute des choses qui se croisent, des choses complémentaires, des choses en plus. Et voilà, en effet, l'intelligence émotionnelle, la libération émotionnelle, ça c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Super.
Alors, mais au fait, pourquoi on râle? Pourquoi on râle? Alors, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près. Et je vous propose de lister peut-être la dernière situation qui vous a fait râler, peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine. Qu'est-ce qui, au fond, nous fait râler, nous dérange, vient nous chercher? Qu'est-ce que c'est pour chacun d'entre vous? Je regarde un peu dans le chat, justement. Donc, pour Laure, ce serait aussi plus de calme et de temps pour moi pour lire et pour méditer. Oui, tout à fait. Alors, Chloé, c'est ton conjoint qui ne fait pas le ménage. D'accord. Moi, c'était les enfants qui n'étaient pas prêts à l'heure. Bon, en même temps, j'attendais que mes enfants de moins de 6 ans ils soient prêts à l'heure. C'était un petit peu tout seul sans que je m'en occupe, hein, bien sûr. Plus pratique. Donc, c'était une attente un peu élevée, en fait. Benoît, d'avoir le sentiment d'être incompris alors que je suis persuadée d'être pédagogue. Ok. Jacqueline, lorsqu'on a peur de passer à l'action et qu'on s'en veut, on râle sur soi-même. Donc, ok. Râler sur soi-même et sur les autres quand on a peur de passer à l'action et qu'on s'en veut. Les ados, à qui on répète 100 fois la même chose. Yes. Sentiment d'être pressé tout le temps. Ouais. Le temps qui file et qu'on ne peut plus maîtriser. La to-do list interminable. Mon enfant qui me parle mal. Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, en effet, il y a des situations qui nous font râler. J'en ai recueilli aussi quelques-unes auprès de moi-même et puis auprès des personnes qui participent dans les ateliers. Souvent, ce qui revient, c'est voilà, je vais me retrouver seule à débarrasser la table. Là, j'avais un couple tout à l'heure, c'était les miettes par terre après le dîner qui ne sont ramassées par personne. Et tout le monde est parti faire ses activités diverses et variées. Quand on a nettoyé, que personne ne respecte son travail, quand je rentre du boulot et que je trouve la maison sans dessus-dessous, quand on est au bureau, que je ne sais pas si vous avez remarqué, la photocopieuse qui ne marche jamais, quand le train est bondé, quand des décisions sont prises et qu'on n'y comprend rien. Donc, voilà, on a tous, chacun, des bonnes raisons de râler. Marie nous dit, c'est une interprétation, celle selon laquelle nos besoins sont sciemment irrespectés par l'autre. Ok ? L'école, le poney, la musique, le travail, le médecin, le rythme et tout ce qu'on a à faire, etc. Oui, tout à fait. Alors, en effet, on vit dans un monde où on a un certain nombre de contraintes, des emplois du temps extrêmement chargés, et en plus de ça, d'un point de vue structurel, un monde qui a été défini il y a déjà plusieurs années maintenant par des observateurs et des économistes comme un monde dit VUCA ou VUCA en anglais. C'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Si c'est le cas, je veux bien que vous mettiez oui dans les commentaires, comme ça je sais à peu près quel est votre niveau d'information sur ce point-là. Et donc, en plus de toutes ces contraintes opérationnelles, d'agenda, eh bien, le monde dans lequel on est décrit comme volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, pour la petite histoire, ouais, perso connaît pas, ok, super. Alors, pour la petite histoire, ça, c'est un point que j'abordais régulièrement quand j'allais voir les managers, quand j'étais encore à la SNCF, et dont je parle à chaque fois, en fait, que je rencontre des groupes de managers. Simplement, quand j'en parlais avec les managers à la SNCF, c'était avant ce que nous avons tous vécu ensemble sur le Covid, et j'allais les voir pour leur donner un peu des éléments de prospective sur le monde dans lequel on vit et dans lequel on vivra. Et il se trouve que je leur rapportais également l'information que dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire entre 2020 et 2030, nous allons vivre collectivement plus de changements structurels, organisationnels et technologiques que dans les 30 dernières années. Voilà, donc ça, c'est une donnée qui nous est encore une fois fournie par les universitaires dans le domaine de l'économie
et de l'observation voilà, des technologies et des évolutions d'organisation. Et donc, je leur présentais ça et je leur présentais aussi ce concept du monde VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et en général, ils me répondaient en me disant « Oui, bon, c'est un peu conceptuel ce que tu nous racontes là, on voit bien que les choses changent. En même temps, est-ce que tu n'exagères pas un petit peu ?» Alors, je disais bah, « Vous avez entendu parler de la révolution digitale, ouais, mais bon, ça ne va pas tant changer que ça. » Voilà, ça vous rappelle peut-être quelque chose pour les psys, cette posture. Et bon, voilà, on discutait un petit peu de ça et à ce moment-là de la discussion, on était plutôt sur quelque chose que eux, ils accueillaient de manière très théorique et très conceptuelle. Et puis est arrivé le Covid, est arrivée l'énorme transformation dans nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, que le Covid a impliqué. Et là, d'un seul coup, j'accompagnais pendant le confinement aussi des groupes de managers, d'un seul coup, volatile, incertain, complexe et ambigu a commencé à prendre du sens de manière beaucoup plus concrète. Volatile, si je prends juste le virus, il l'est. Il est partout et nulle part, impalpable, incertain. Ça fait à peu près 1 an qu'on essaye de faire des statistiques prévisionnelles et que personne n'arrive à dire quoi que ce soit sur une prospective par rapport à l'évolution. Première vague, deuxième vague, variant, pas variant, etc. Donc une forme d'incertitude complète sur cette situation complexe, impliquant de manière systémique tous les pans de notre organisation et de notre vie, personnelle, professionnelle, mais aussi économique, culturelle, psychologique. Et puis ambigu, parce que on a tout de suite eu, vous vous rappelez, au tout début du confinement, le monde d'après, on va enfin prendre conscience que l'environnement c'est important, on va changer des choses, etc. Donc on voit une espèce de magnifique opportunité pour que des choses évoluent et nous fassent et nous permettre en fait de nous développer dans le sens positif du terme et en prenant en compte un certain nombre d'enjeux que nous rencontrons au niveau de la planète par exemple, mais aussi plein d'autres. Et puis en même temps un risque immense dans lequel on est déjà plongé au niveau économique, au niveau relationnel, au niveau psychologique, au niveau social. Donc d'un seul coup, en fait, ce qui pouvait paraître un peu éloigné de nous, en tout cas encore assez nébuleux, est devenu quelque chose de beaucoup plus concret. Et peut-être que chacun, dans ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien, vous pouvez regarder en quoi votre monde est aujourd'hui volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc pourquoi on râle ? Parce que nous les êtres humains, on n'aime pas trop ça. Notre cerveau, il aime bien quand même être rassuré et avoir des choses un peu plus palpables, un peu plus concrètes à avoir à traiter. Et donc dans l'incertitude, il vit un inconfort qui est immense. Et la râlerie est donc une de ces réponses. Et des raisons de râler, comme vous l'avez dit, il y en a plein, des to-do list interminables, du temps qui file, des métros blindés et bondés, un virus dont on ne sait comment on va s'en sortir définitivement, des dossiers qui s'accumulent, des maisons en désordre, etc., etc. Alors, est-ce que vous savez combien de fois on râle par jour ? Je vous invite à faire une proposition dans le chat. À votre avis, c'est quelque chose statistiquement, on va dire, voilà, en moyenne. En moyenne, combien ça nous prend par jour de bisquer, de râler, de dire « oh là là, ça va pas, je veux pas comme ci ». Voilà, de vraiment nous mettre dans des situations où on va se commencer à tourner un peu en bourrique. Donc, on a 5, 25, 6, 5, 15, d'accord. Ok, donc des ordres de grandeur qui sont assez différents, c'est intéressant. 30, ok, super. Ok. Alors, je ne suis pas en train de vous sortir l'étude scientifique du siècle, je vous le dis tout de suite, mais 48, très précis. Très, très précis. Et globalement, en moyenne, on râlerait entre 15 et 30 fois par jour. Ce qui est quand même... je ne sais pas comment vous ressentez ce chiffre, mais moi, quand je l'ai entendu la première fois, je trouvais que c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Ça voudrait dire qu'on râle au moins une fois par heure si on ne dort pas. Si on ne dort pas.
Et disons que sur un temps d'éveil, si on râle le moins possible, 15 heures, ça fait toujours une fois par heure, quoi. Donc il me semble que c'est quand même pas mal. Mais ça m'intéresse de savoir comment vous, ça résonne, ce chiffre. Est-ce que vous trouvez ça... alors, Benoît nous dit beaucoup plus que ce dont on est conscient. Ouais, sans doute, en plus. Ouais, c'est énorme pour Jacqueline. Voilà, donc c'est vrai que si on rapporte ça en effet à nos temps d'éveil, ça peut paraître quand même assez important. En effet. Aïe. Alors pourquoi on râle? On râle parce qu'on peut être fatigué, débordé, qu'on a un idéal de vie qui n'est pas satisfait, qu'on peut sentir qu'on manque de reconnaissance. Ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent, en fait, quand on interroge les personnes et quand on leur dit, mais finalement, au fond, la râlerie parle sans doute de quelque chose. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça, c'est les choses qui reviennent le plus souvent. Je n'ose pas demander de l'aide, j'ai peur de rater quelque chose dans l'éducation de mes enfants, donc des grandes exigences aussi, vis-à-vis de soi-même, des culpabilités parfois. Je mets toute l'énergie au service de ma famille. Et puis, c'est culturel aussi, une habitude un peu française. La râlerie, c'est aussi un bon moyen de sociabilité. Il y a des sociologues qui ont fait un petit peu des petites mesures comme ça. Vous savez, la première chose qu'on fait quand on arrive au bureau, on pose son sac et puis après on dit « Ah là là, j'ai passé du temps dans le métro, il était en retard, ah il pleut encore, ah bah, et puis s'il fait beau, ah bah il fait trop chaud ». Donc c'est un très très bon moyen de sociabilité qui permet de parler de choses qui sont sur un niveau de conversation qui n'implique personne. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il pleut, bah oui il pleut. C'est beaucoup moins engageant que se lancer dans une conversation où on va vraiment parler de ce qu'on a dans le bide, de ce qui est important pour soi, de ses convictions. Et donc, c'est un moyen, pour peu que la culture le permette, et il se trouve qu'en France, la culture le permet, ce qui est moins vrai aux États-Unis, et ça c'est intéressant parce que Christine Levicki vit aux États-Unis depuis 10 ans, et on lui pose souvent la question, est-ce que les Américains ne râlent pas? Et elle a écrit son livre en anglais. Donc, quand elle l'a écrit en anglais, elle s'est dit, mais personne ne va l'acheter, les Américains ne râlent pas. En fait, ils l'achètent parce que les Américains râlent, mais chez eux, tout seuls. C'est moins socialement accueilli, le fait de, voilà, ils ne se mettent pas à la machine à café pour faire un petit festin de râlerie collective. Par contre, bah voilà, quand ils sont seuls chez eux, eh bien, ils vivent aussi ces sentiments de frustration. Donc, c'est aussi comment c'est accueilli par la culture et avec qui on peut râler finalement. Donc derrière, ce qu'on peut noter, et ça c'est un travail que l'on fait, je pense que ça rejoint aussi des choses en intelligence émotionnelle notamment. La première chose qu'on va aller faire quand on travaille sur ce sujet-là avec les groupes ou avec les personnes, c'est d'aller vraiment qualifier, nommer les besoins qui se cachent derrière les râleries. Et là, je suis allée chercher sur Internet la roue des besoins que j'aime bien. Là, elle est éditée par apprendre-à-éduquer.fr, mais voilà, c'est pas eux qui l'ont inventée. C'est la roue des besoins dont on peut se servir. Et en fait, ce qui est intéressant de faire avec les groupes, mais ça, vous le savez, c'est vraiment de permettre d'enrichir le vocabulaire autour des besoins et d'aller vraiment qualifier qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que, par exemple, je me retrouve seule dans la cuisine en train de débarrasser le lave-vaisselle et que je trouve ça insupportable. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et ensuite, d'aller tirer le fil. Parce que, au premier abord, ça peut être d'abord le fait d'être seule et d'avoir toujours à endosser la tâche par rapport à ses enfants ou à son mari. Donc, la première chose qui vient souvent quand je parle de ça avec les femmes, c'est j'ai besoin d'aide. Et puis, on creuse, et en fait, parfois, elles obtiennent l'aide de la famille, et puis après, tout le monde repart faire ses activités. Et donc, il y a une nouvelle râlerie qui s'installe, c'est « je me retrouve seule ». Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'au-delà du besoin d'aide, il y a un besoin de connexion, il y a un besoin de discussion, il y a un besoin d'être ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant, à partir d'une situation, d'aller tirer le fil et d'explorer tous les besoins qui ne sont pas satisfaits, et de voir au fur et à mesure comment est-ce qu'on peut satisfaire à ces besoins par soi-même d'abord, et puis ensuite avec ceux qui nous entourent et installer davantage de coopération. Donc oui, on a plein de bonnes raisons de râler. L'idée n'est pas de culpabiliser de ça, et d'ailleurs c'est une des premières choses dont on parle dans les groupes, c'est que
il ne s'agit pas de se dire « Ah là là, je me rends compte que je râle, alors c'est encore pire, je râle de râler. » Du coup, là, l'idée, ça va être plutôt de permettre d'ouvrir et d'être dans une découverte, dans une prise de conscience qui va finalement permettre petit à petit de mettre en place d'autres mécanismes. Et donc, plutôt que de se dire « je suis trop nul de râler », eh bien, d'aller vraiment écouter ces signaux et les entendre. Alors ensuite, la question qui vient pour beaucoup, c'est comment savoir si je râle ou si je suis simplement en train de dire quelque chose qui ne me convient pas. Et donc, si je suis en train de fixer des limites. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je présente ce dispositif, qui disent « Ouais, mais d'accord, mais alors si j'arrête de râler, je vais me retrouver un peu comme un tapis sur lequel on va pouvoir marcher dessus. » D'accord ? Et donc, comment je fais, moi, pour dire ce qui est important pour moi et pour pouvoir me positionner ? Et donc là, Christine propose 3 critères et je vous invite à les noter et peut-être dans les prochains jours à observer ces 3 critères pour vous-même et à regarder s'ils se manifestent ou pas et sous quelle forme. Alors le premier critère, ça va être le ton que j'emploie. Est-ce que je vais utiliser un ton acide, cynique, l'humour noir? Est-ce que je vais bisquer? Est-ce que je vais grogner? Pour certains, ça va même être, est-ce que je vais crier? Donc, le ton est le premier critère sur lequel on est invité à faire une observation de soi-même. Le deuxième critère, c'est ma posture. Alors là, pour certains, si vous connaissez l'analyse transactionnelle, je pense que c'est des choses qui vont vous parler, mais on va aller regarder du côté du triangle de Karpman, donc du triangle dramatique de Karpman et des 3 postures pièges qui nous imberlificotent un peu dans les relations. Donc, est-ce que je suis en train de pointer du doigt des coupables et donc d'adopter une posture d'accusateur, de bourreau? Est-ce que je suis en train de me victimiser? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de tout faire pour tout le monde et d'endosser tous les sacs à dos? Et donc d'essayer de sauver par tous les moyens la situation. Donc ces 3 postures, on va les appeler les postures pièges. Et on est là aussi invité à observer la manière dont on va se positionner. Le 3e critère, ça va être l'utilisation de certains mots. Des mots qui vont théâtraliser et dramatiser ce qui se passe, amplifier ce qui se passe. Donc, par exemple, c'est toujours pareil, il n'y a jamais personne qui m'aide, ça fait 100 fois que je vous répète la même chose. Donc, tous ces mots qui vont amplifier la situation. Et donc, l'idée, ça va être petit à petit, en fait, à force de s'observer en train de vivre ces situations de râlerie, eh bien, ça va être de transformer le ton de sa voix, la posture, en allant vers plus de responsabilité, plus d'ouverture, plus de coopération, et puis d'aller vers plus de justesse, plus de choix dans les mots que l'on va utiliser pour décrire ce qui se passe et ce qui ne nous convient pas, et également, du coup, fixer ses limites et formuler nos attentes vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Alors, ça m'intéresse peut-être de faire une pause à ce point d'étape et de voir un peu comment ça vous parle, parce que du coup, je vois que ça French touch pour la râlerie, oui, tout à fait. Comment déjà ça vous parle, ces 3 critères-là? Est-ce que c'est déjà des choses, en réfléchissant à des situations que vous avez vécues, sur lesquelles vous pouvez modéliser et appliquer cette proposition en disant « Ah oui, tiens, ce matin, quand j'ai fait ça, j'ai adopté ce ton, j'ai pris telle posture par rapport à cette personne, j'ai utilisé tel mot de vocabulaire. Ah oui, en effet, j'étais sans doute en train de râler plus que de fixer mes limites. » Au contraire, là, j'étais sur un ton plutôt calme, j'étais dans une posture responsable, où j'étais en mesure de dire ce qui était en train de se passer, de décrire les faits, de laisser la possibilité à l'autre aussi d'exprimer sa vision des choses, plutôt une posture d'ouverture, où j'étais aussi, dans l'ouverture, il y a aussi la notion d'écoute de ses propres sensations. Est-ce que j'étais vraiment en train de sentir peut-être des émotions fortes qui étaient en train de monter, hein, l'idée
L'idée, quand on arrête de râler, c'est pas de ne plus ressentir d'émotions. De toute façon, les émotions, elles s'inviteront sans nous demander l'autorisation, mais simplement, voilà, dans ma posture d'ouverture, est-ce que j'étais en possibilité d'être attentif, peut-être, à cette tristesse, à cette colère qui était en train de monter, et justement d'essayer d'en faire quelque chose dans ma responsabilité, et d'essayer de coopérer avec l'autre pour résoudre le problème et pour tenter de trouver des solutions. Alors, l'autre chose qui vient après, c'est oui, mais si je râle pas, du coup, je ne vais pas obtenir ce que je veux. Et donc, dans ces cas-là, on fait cet exercice-là en demandant si râler, finalement, porte ses fruits. Alors, Christine dit quelque chose, elle dit si râler portait ses fruits, on n'aurait plus de raison de râler. Alors, l'idée, c'est de regarder ça. Est-ce que je me sens mieux après? Et finalement, est-ce que j'obtiens ce que je veux? Alors peut-être regardez ça pour vous-même. Si je vous dis des phrases comme ça, « Allez, dépêchez-vous, on va encore être en retard. À cause de vous, je me retrouve dans les bouchons. J'en étais sûre, les enfants n'ont pas rangé le goûter. » Alors là, je ne sais pas si je fais le ton exactement de la râlerie. Je pense qu'il faudrait que je force un peu, mais je n'ai pas trop de mal à le faire en situation personnelle, on va dire. Mais là, je vais vous épargner. Mais simplement, voilà, mettez-vous en situation et imaginez-vous, ou mettez-vous à la place de votre enfant. C'est aussi des choses qu'on fait beaucoup en psychologie, en discipline positive, quand on travaille avec des parents sur l'éducation et la parentalité. On leur fait jouer le rôle des enfants. Et on dit aux parents ce qu'ils disent à leurs enfants. Et on leur demande de regarder comment ils se sentent. Comment est-ce qu'on se sent quand il y a quelqu'un, pour un enfant, imaginons, hein, grande personne, beaucoup plus grande que nous, qui nous dit « Allez, dépêche-toi, on va encore être en retard à cause de vous, je me retrouve dans les bouchons. J'en étais sûre, vous n'avez pas rangé le goûter, la maison est en bazar, etc. etc. » Quelles sont les émotions qui vous viennent? Quelles sont les sensations corporelles qui vous viennent? Ça peut être intéressant de partager ça dans le chat. Et puis imaginez, alors pardon, je vois que ça réagit, je vous laisse un petit peu le temps. On peut ressentir de la culpabilité, on peut se sentir bousculé, culpabilisé, non respecté. On peut sentir de l'isolement. Oui, tout à fait. Et puis mettez-vous aussi dans la peau de celui qui le fait. Là, c'est vous qui dites « Bon allez, il y en a marre, je suis en retard, dépêche-toi. J'en étais sûre, tu n'as encore pas fait ce que je t'ai demandé. » Comment est-ce qu'on se sent finalement soi-même quand on râle? Comment l'émotion devient sensation? On peut se sentir fatigué, lassé, incompris, non respecté, incompris, frustré, agacé, nerveux, etc. Vous êtes sans doute aussi déjà retrouvé dans une situation où vous entendez deux personnes qui se râlent dessus. On peut se sentir oppressé dans ces situations-là. Peut-être même le fait qu'on soit en train d'en parler. Vous voyez, on n'est pas forcément en train de râler là, mais on est en train d'en parler. Peut-être même juste le fait qu'on soit en train de parler de ce sujet peut déjà générer du malaise, un truc pas bien. Ah, c'est pas agréable de parler de ça. Une sorte de dialogue de sourds. Voilà. Donc en fait, quand on râle, bien souvent, comme on l'a dit, on a des bonnes raisons de le faire. C'est qu'il y a des besoins derrière qui ne sont pas satisfaits. Et donc ce qu'on voudrait, c'est obtenir de la coopération.
Et en réalité, on va plutôt obtenir de l'opposition ou simplement un écran. Vous voyez, j'avais beaucoup de situations où les managers, plutôt les managers d'ailleurs, m'expliquaient, oui, bon, nous, on a un manager qui nous râle dessus continuellement. Bon, bah, quand il arrive, on fait une bulle, voilà, on fait une bulle autour de nous. Il dit ce qu'il a à dire, et puis il repart, et puis bah voilà. Et en fait, ils mettent rien en place de ce que le manager a demandé, qui pouvait être parfaitement légitime. Hein. Ça se joue beaucoup autour des tableaux Excel en général, des tableaux Excel non remplis. Donc, il y a une demande qui est légitime de la part du manager. Il a besoin de suivre l'activité, que les processus tournent, etc. Mais la manière, en fait, de le demander fait que les collaborateurs font écran, laissent passer l'orage et du coup, l'information ne passe pas du tout. Ce qui peut se passer aussi, ça peut être un mécanisme simplement d'opposition et de défense, la notion de « c'est pas vrai ». Tu m'accuses de ne pas avoir rempli le tableau Excel, ben, c'est pas vrai, je l'ai fait. Oui, mais c'est pas comme ça que tu dois faire. Bah si, c'est mieux comme ça parce que j'ai trouvé la bonne manière de le faire, etc., etc. Donc on rentre dans un jeu d'opposition et de qui a tort, qui a raison. Et puis aussi de chercher la faute. Ça, c'est aussi des choses que j'ai beaucoup vues. Alors je vous parle beaucoup des organisations parce que c'est quand même... disons que sur le plan perso, je connais plutôt mon expérience de maman. Et donc, comme je vous ai assez parlé de moi, j'arrête. Et du coup, je vous parle plutôt des organisations parce que c'est plutôt les personnes avec qui j'ai eu l'habitude de travailler. Mais j'avais eu ça notamment dans une réunion, dans le décortiquage d'une réunion conflictuelle entre des opérationnels et une fonction support informatique, où en décryptant ce qui s'était joué dans les échanges entre eux dans une réunion, le directeur opérationnel se rend compte en fait qu'ils étaient passés par exactement ces trois postures, c'est-à-dire s'accuser mutuellement de qui était le fautif dans la non-mise en œuvre du projet. Un moment où quelqu'un s'était mis à parler des heures, enfin voilà, des minutes et des minutes sans s'arrêter et que personne n'avait pris en compte finalement ce qui avait été dit. Et puis un autre moment où simplement ils essayaient d'avoir raison pour que l'autre ait tort. Et ils étaient assez déçus d'être sortis de cette réunion-là. Ils m'avaient dit, mais Ida, on ne comprend pas, on n'avance pas, etc. Et après avoir fait ce décryptage-là, ils avaient réalisé en fait qu'en effet, ils étaient passés par toutes ces phases. Et que, étant là-dedans, ce n'était pas possible de trouver une solution. Donc là, l'idée, quand on va accompagner les personnes, ça va être de travailler sur notamment la relation à l'autre. Et on va aller travailler sur l'engagement. Je vous disais tout à l'heure, la râlerie, c'est une conversation de niveau assez bas, qui n'engage personne, qui permet de créer un lien qui peut être assez superficiel, mais qui maintient quand même parfois la cohésion dans les groupes. Et là, l'idée, ça va vraiment être de permettre d'aller nourrir une conversation beaucoup plus profonde, beaucoup plus engageante, et d'amener les personnes à aller parler de ce qui compte pour elles, de ce qui est important dans leur vie, d'aller beaucoup plus sur des questions parfois existentielles et d'aller parler de leurs besoins profonds. Alors ça, quand les personnes ne l'ont jamais fait, c'est déjà un premier travail qui prend un certain temps. Peut-être que pour vous qui êtes là, c'est des choses qui sont plus communes et plus habituelles. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Mais au tout départ, ne serait-ce que de définir ce qu'est un besoin, que de définir qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au cœur de mes journées, dans quel état d'être j'ai envie d'être. Souvent, la sensation de râlerie et la sensation d'inconfort qu'on a pu ressentir là tous ensemble tout à l'heure en parlant de ce qu'est la râlerie, beaucoup de personnes témoignent en disant bah, c'est ça en fait, c'est normal, c'est ça le quotidien. Donc l'idée, ça va vraiment d'aller les amener vers cette découverte et on va rentrer vraiment dans un chemin de curiosité où va être possible également de dire les choses, de ne pas tout accepter et de fixer un certain cadre et certaines limites aussi face à des choses qui, pour le coup, ne sont pas acceptables.
Et donc, l'idée, c'est plutôt que de râler et d'utiliser du coup une stratégie qui ne porte pas ses fruits, ça va être de vraiment construire un argumentaire et une manière de communiquer qui permettent d'obtenir un accord avec les personnes qui sont impliquées dans certaines choses qui comptent pour nous et sur lesquelles on a envie d'avancer. Donc la troisième chose, ça va vraiment de rentrer dans une relation dans laquelle chacun va pouvoir se développer, faire part de ses désirs, de ses espoirs, de ses rêves, de nourrir une conversation où on va beaucoup plus faire le focus sur ce qui est positif, où on va porter beaucoup plus d'attention sur ce qui se passe bien dans notre vie au quotidien. Alors ça, c'est aussi beaucoup la psychologie positive qui propose de faire ça, focuser beaucoup plus sur ses forces que sur les points qu'on aurait à développer. La psychologie positive invite à focaliser sur ses forces et à faire en sorte que les forces que nous possédons soient celles que l'on puisse utiliser le plus possible au quotidien. Alors ça, c'est dans les organisations, par exemple, c'est complètement contre-intuitif. Quand vous faites un entretien annuel avec un manager, il vous dit, bon, bah, ça c'est bien, tu as bien validé, on est content. Alors, ce serait quand même pas mal que l'année prochaine, tu travailles sur tel point, 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 et il y a une liste à l'après-vert qui ne s'arrête plus sur tout ce qu'il y aurait à développer. Et bien, la psychologie positive, elle invite à renverser complètement ce modèle et à plutôt dire, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui marche. Et ben, l'année prochaine, on va faire le focus là-dessus et je te demande de renforcer ces points-là encore plus et de les utiliser encore plus dans ton quotidien, dans un challenge, dans quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, mais ça veut dire qu'on focus sur ce qui est plus facile à convoquer, sur les ressources qui nous sont plus faciles à convoquer. Et on invite aussi, du coup, à utiliser un vocabulaire, à veiller au vocabulaire que l'on peut utiliser dans notre quotidien et aller vers un vocabulaire plus ouvert et plus positif et plus coopérant. Alors, pour faire tout ça, ça peut se faire aussi au travers d'un challenge. Je ne sais pas si vous avez vu dans les toutes premières slides, il y avait un bracelet qui se promenait comme ça. J'en ai pas parlé tout de suite parce que je vais en parler maintenant. Et donc, ce qu'on fait, je pense vaguement hérité des thérapies cognitivo-comportementales, c'est de porter un bracelet. On va porter un bracelet pendant alors plus de 21 jours, parce qu'en réalité, pour pouvoir arrêter de râler au moins pendant 21 jours, il faut parfois quelques mois, en fait, pour y arriver. Et le challenge qui nous est proposé, c'est donc de se mettre en attention et en observation sur ce qui se passe dans notre vie et sur la manière dont on réagit à ces situations du quotidien. Et à chaque fois qu'on est en situation de râlerie, eh bien de le remarquer et de se dire « Ah oui, c'est vrai, je suis en train de faire le challenge. Donc si je râle, je change le bracelet de poignet. » Et le but du jeu va être d'essayer de garder le bracelet pendant 21 jours autour du même poignet. Alors 21 jours, je pense que pour certains ça vous parle, c'est le temps pour changer d'habitude, 21 jours pour arrêter de fumer, 21 jours pour arrêter de râler, 21 jours pour faire un régime, etc. Bon, il y a des débats là-dessus, peut-être il y a des spécialistes parmi vous sur le nombre de jours qu'il faut pour ancrer une nouvelle habitude au niveau cérébral. Bon, on va dire 21 jours déjà, c'est pas mal. Et quand les personnes ont réussi à faire 21 jours, il y a déjà beaucoup de choses qui changent pour elles dans leur quotidien et dans leur possibilité en fait d'accueillir toutes ces situations qui viennent nous challenger. Voilà, alors Christine raconte qu'elle a mis 4 mois et demi à pouvoir garder le bracelet 21 jours d'affilée autour du même poignet. Personnellement, j'ai mis 6 mois avec des rechutes et je remets régulièrement le bracelet à 2 moments qui, pour moi, sont critiques de l'année, la rentrée scolaire et le mois de janvier. Voilà. Donc, c'est ensuite une démarche qui est continue, qui est une démarche de développement. L'idée, c'est d'avoir un peu des outils et des clés pour pouvoir traverser chacun ce qui peut nous arriver.
à différents moments de notre existence. Alors, pour faire ce chemin-là, je vais finir avec ça, puis après, on pourra partager ensemble. Et comme il y a pas mal de connaisseurs, je pense, sur ces questions-là, ça sera vraiment intéressant de regarder comment ça s'imbrique. Mais d'abord, voilà, comment est-ce qu'on explore le sujet? Dans une première phase, on liste avec les participants toutes les bonnes raisons qui font que dans leur quotidien, ils peuvent ressentir des moments désagréables. Et puis ensuite, on travaille avec eux sur le fait eh bien de pouvoir passer à l'action en accédant à la possibilité de faire des choix, en fait. Quels sont les choix que je suis en mesure de faire dans telle situation? Quelles sont les responsabilités qui sont les miennes et qui peuvent me permettre en fait d'aller puiser mes ressources pour faire différemment dans cette situation? Est-ce que j'ai besoin d'autres personnes pour pouvoir parvenir à diminuer les effets de cette situation? Je repense aux miettes par terre tout à l'heure dont me parlait l'épouse du couple que j'accompagnais. Ben voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place avec sa famille, avec son mari, peut-être même avec ses enfants pour mettre en place un système qui permette d'évacuer les miettes après le repas? Et ben voilà, c'est une situation toute simple, mais c'est de cet ordre-là, en fait, bien souvent. Et c'est comment est-ce qu'on va pouvoir travailler les uns avec les autres. Donc, quels vont être là où j'ai le choix d'agir, avec qui je peux agir, et on explore également la possibilité et la notion de lâcher prise qui pour beaucoup de monde est aussi une notion assez conceptuelle et qu'ils expérimentent en situation et en faisant l'exercice. C'est-à-dire ne pas s'attacher à une situation, rester engagé sur un objectif, mais ne pas s'attacher à toutes les petits grains de sable qui vont se présenter sur le chemin entre le moment où ils sont et l'atteinte de leur objectif. Comment je peux lâcher prise et laisser aussi le processus se faire, laisser parfois les chaussettes sales par terre, laisser parfois les habits mal coordonnés pour aller à l'école, bah c'est OK. Christine, par exemple, racontait que quand elle avait ses filles en bas âge, et ben simplement, elle les habillait avant de les coucher. Voilà. Elle les habillait avant de les coucher, comme ça le matin, ses enfants étaient habillés et, et elle pouvait partir sans voilà. Donc elle avait lâché prise sur mes enfants sont parfaitement frais et dispo le matin, ils sont déjà habillés, je leur débarbouille le visage et c'est parti, on y va. Voilà, donc chacun trouvera son endroit où c'est possible de lâcher prise par rapport à ses exigences, mais c'est assez intéressant d'aller faire cette exploration-là aussi. Et de tester ce que ça peut permettre de faire. Voilà. Ensuite, on va expérimenter la communication et notamment la communication non violente. Donc, la communication non violente, c'est un type de communication qui est vraiment basé sur le fait de pouvoir exprimer ses besoins, décrire les faits des situations que nous rencontrons, s'exprimer en son nom, donc vraiment travailler avec le « je », ce qui là aussi n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Lâcher le « tu », lâcher l'accusation et dire « je ressens ceci, j'ai vu cela, j'ai vécu ça comme ça » et être dans sa vérité en fait. Donc ça c'est aussi une exploration qu'on invite à faire. Et puis enfin, travailler sur cette notion de plaisir, de projet, de rêve, de qu'est-ce qui compte dans ma vie, comment je peux remettre ça au cœur, au-delà, et que ça reprenne le dessus par rapport à toutes les contraintes qui sont là et qui n'oublient pas de nous solliciter. Voilà. Donc, ce que je vous propose, après quelques témoignages, c'est qu'on puisse partager là-dessus et par rapport à vos propres outils, à vos propres expériences. Voilà, je vous invite à ouvrir les micros. On a encore quoi? 10 minutes? Un quart d'heure?
21h? Ouais, on a encore un petit peu de temps. Ok. Voilà, donc qu'est-ce que vous retenez? Est-ce qu'il y a voilà, des points sur lesquels vous voulez qu'on partage davantage? Ou des points qui font écho à des pratiques que vous avez vous-même? Alors, merci Ida déjà pour cette belle conférence. Je voulais dire que moi, ça me fait penser à la méthode JEEP. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vas-y. C'est une méthode d'affirmation de soi que j'ai trouvée dans un des bouquins de la bibliothèque du CTINT d'ailleurs. Et en fait, ils disent du coup qu'en premier lieu, il faut commencer les phrases par le je, comme ce que tu disais tout à l'heure. Donc, j'aimerais, j'apprécierais, je souhaite, etc., etc. Ensuite, on a le E comme l'empathie. Il faut toujours tenir compte de l'autre. Type, je comprends bien, mais j'aimerais que. Le E comme émotion, les siennes, je suis gênée d'insister, et celle de l'autre, je comprends que ça t'embarrasse, etc. Après, il y a le P comme précision. Il faut être vraiment direct, visiblement. Par exemple, je voudrais que tu me rendes mes 15 € que je t'ai prêtés. Et la persistance, donc de toujours un peu, en gros, répéter les phrases précises en alternant toujours avec l'empathie. Donc, je comprends bien que ça ne va pas au niveau finance en ce moment, mais je voudrais quand même que tu me les rendes. Ça fait quand même quelques mois que je te les ai prêtés. Et puis, toujours conclure de manière positive en disant, bon, si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Et pense-y. Ouais. Donc, ça me fait un peu penser à cette méthode-là. Ouais. Ouais, je trouve que c'est intéressant vraiment sur l'idée arrêter de râler ne veut pas dire tout accepter. Oui. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer une demande sans se plaindre. Ça va être éviter la posture de victime, en fait, sans accuser. C'est le tu qui tue alors, c'est Thomas d'Ansembourg qui dit ça sur la communication non violente, mais éviter le tu qui tue, donc ne pas être le bourreau ou l'accusateur. Et puis, ou celui qui dit rien aussi. Il y a une manière de râler sans rien dire, en fait, de grogner pour soi-même. Et puis, comme on veut sauver la relation, donc ça, c'est la posture de sauveur dans le triangle de Karpman, bon, voilà, on va sauver les meubles, on va trop rien dire, on va éviter, en fait. Et je trouve que, ouais, ce que tu apportes là, cette méthode, en plus de la communication non violente, ça fixe encore plus l'idée de arrêter de râler ne veut pas dire tout accepter, et donc je me positionne. C'est une vraie invitation à se positionner. Oui, totalement. Moi, c'est ce que je préconise avec mes patientes qui ont du mal à exprimer justement leurs besoins et donc à après se culpabiliser ou être mal toute la journée ou ruminer parce que justement, elles n'ont pas réussi à exprimer ce qu'elles voulaient ou de peur de justement râler trop. Oui, tout à fait. Il y a Benoît qui a dû partir, mais qui, lui, travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et la libération émotionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles aussi, et peut-être même encore plus puissants. Si on a les deux outils, je pense que... Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui connaissent, qui sont peut-être des spécialistes de l'intelligence émotionnelle ou de la libération émotionnelle. Des praticiens? Non. Oui. Je crois qu'on t'a juste répondu non, Ida. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres des questions ou des remarques ou des choses que vous avez envie de mettre en action, tout simplement? Je me demandais, Ida,
Salut, mais désolé pour le retard, j'en profite pour dire, je suis arrivée un petit peu à la bourre, mais c'est super intéressant tout ce que tu as partagé. Et je trouve, notamment le triangle dramatique, je trouve ça quand même hyper puissant comme outil. Super intéressant de pouvoir s'observer par ce biais-là, avec cette clé de lecture. Et il y a un truc que je me demande, tu vois, parce que, bon, je ne suis pas stressée en ce moment, mais je me souviens dans ma vie quand j'étais stressée auparavant, notamment ce qui me stressait, c'était les gens, enfin, il y a des gens qui se comportent quand même comme des burnes, hein, par moment. Et ceux-là, tu vois, tu peux pas les éviter, parce qu'ils travaillent avec toi, des fois même c'est tes boss. Alors, je parle surtout pas de... Hein, je parle de ma vie d'avant, hein, on est bien d'accord. On a compris. Je précise que ce soit très clair. Non, mais sinon, c'est pas mal. Ta manière là, de faire passer le message est très... très j'arrête de râler. C'est vachement... Ouais. C'est clair. Et tu vois, à l'époque, je me souviens, enfin, j'avais pas beaucoup d'affection, je dirais, pour mon ancien boss. Et je subissais tous les jours des comportements, ou en tout cas des choses que je n'appréciais pas du tout. Et des fois, c'était pour le coup très justifié. Et je râlais, mais alors pas en sa présence, mais je râlais abondamment, hein, sur lui. Hein. C'était mon activité préférée, quoi. Qu'est-ce que tu préconiserais quand c'est un élément de ton environnement qui te pèse comme ça? Alors, d'abord, ce qui me vient en premier, c'est que c'est très souvent un élément extérieur à soi, hein, qui provoque la râlerie. C'est intéressant, c'est mes enfants, c'est mon mari, c'est le boss, c'est l'environnement, c'est l'entreprise, c'est le gouvernement, c'est la météo, enfin, tu vois. Et en général, il y a un premier exercice qu'on fait, alors qui est de l'ordre de quel est le besoin qui n'est pas nourri derrière. Tu vois, donc peut-être un besoin de relation, de connexion positive. Tu vois, il y a des gens pour qui c'est plus important que d'autres. Hein. Tu en as d'autres, bon, ils ne s'entendent pas avec leur boss. Tu vois, ce n'est pas dans leurs besoins impérieux pour eux, tu vois. Voilà, donc c'est d'abord d'aller chercher ça. En fait, quel est mon besoin qui n'est pas nourri dans cette interaction, dans cet échange? Et puis ensuite, c'est de dire, bon, est-ce que cette situation... Objectivement, est-ce que je pense que j'ai la main dessus, que je peux faire quelque chose, éventuellement? Alors peut-être au tout début, tu vois, ça peut te dire, bah, oui, je peux déjà faire une chose, c'est peut-être en parler. Tu vois, c'est pas forcément facile, mais si j'ai jamais parlé à mon manager de la manière dont on se parle et que ça me convient pas, etc., ça peut déjà être une première possibilité. Donc, ok, bah, d'accord, bah, alors je vais faire cette première action, donc on se prépare à cette première action. On travaille sur les étapes de la communication non violente avant d'y aller, tu vois, on n'y va pas comme ça la fleur au fusil, on se prépare. On va essayer de parler de ses besoins, de parler en jeu, de dire ce qu'on attend, et puis de voir si c'est possible de trouver un accord, ce qui est la base de la communication non violente, hein, d'abord être d'accord pour trouver un accord. Et puis, bah, voilà, il peut se passer quelque chose d'assez positif, voire magique à ce moment-là. Il y a une prise de conscience, c'est ton interlocuteur, il ne s'était pas rendu compte, il était stressé lui-même. Bon, et tu vois, la relation se remet en place. Donc ça peut être, tu vois, pas à pas. Ensuite, on va rentrer comme ça dans une espèce de fonctionnement en essai-apprentissage. Et c'est vrai aussi dans la relation de couple, par exemple. Hein, tu vois, on essaye de mettre quelque chose en place. Bon, ça marche moins bien. Ah tiens, qu'est-ce que... Bon, et jusqu'au moment où à la question, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Tu réponds, non, là, je peux plus rien faire, en fait. Bon, bah d'accord, bah ok. Alors, à partir de là, quelle décision je prends? Voilà. Est-ce que j'ai envie plutôt de trouver un autre environnement de travail, plus conciliant, plus bienveillant, plus où les relations, où les valeurs partagées et incarnées sont plus dans l'échange? Est-ce que je lâche prise? Bon, au fond, finalement, j'ai un job et si je fais écran, voilà, je peux tenir comme ça, tu vois. Ça, c'est chacun après qui va trouver la réponse. Mais tu vois, on est vraiment dans une étape assez processée, hein, en fait. Alors ça, c'est un peu mon ancienne casquette d'entreprise qui est beaucoup dans les processus, mais c'est un peu comme ça qu'on travaille, quoi. On prend la situation et puis on décortique. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Est-ce que j'ai obtenu quelque chose de cette action?
Est-ce que je peux encore tester quelque chose? Non, là, j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie. Bon, bah d'accord. Bah, quelle décision je prends? Ça aurait été bien que je te connaisse à l'époque. Ça aurait été bien que je te connaisse à l'époque. Alors, ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu connais ça, tu n'as plus jamais ces problèmes-là en plus. Tu sais, c'est truc. Comme quoi, tu sais, le premier truc que j'ai dit, c'est le changement commence par soi. Donc, tu vois, c'est un espèce de renversement qui fait que du coup, tu te retrouves plus dans ces situations-là parce que tu fais les choix a priori, voire même tu as intégré ça, du coup, même inconsciemment, tu trouves plus ça normal. Ouais, vraiment, dans les entreprises, le truc le plus frappant qui s'est passé pour moi quand je suis sortie de l'entreprise, c'est que j'étais persuadée jusque-là qu'il y avait plein de choses qui étaient tout à fait normales dans les relations entre les gens et que c'est comme ça que les gens se parlent, ont des relations entre eux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, après être sortie du bocal, que, ah non, en fait, il y a quand même des choses qui sont un peu dysfonctionnelles, là. C'est pas tout à fait comme ça. Bon, voilà. Mais c'est l'apprentissage. C'est ça qui est riche aussi. Et puis, comme tu disais, le fait de réfléchir à ses besoins et à ce qui est important pour nous, ça ancre des choses, ouais. Et oui, et qui du coup te permettent de faire des choix bien différemment après. Absolument. À l'américaine, venez avec nous. Non, l'américaine, c'est déjà toute seule. Ah oui. J'avais une petite remarque. Oui. Moi, mon souci, c'est surtout les autres quand ils râlent. En fait, je suis un peu une éponge émotionnelle. Du coup, je prends ça. Enfin, ça me. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, ça me tord je me souviens d'une période où, au boulot, dès que les personnes, dès qu'elles avaient des soucis de transport en commun, elles arrivaient en râlant. Et c'était juste insupportable. Enfin, moi, ça me. Le festin social de râlerie relationnelle. Moi, j'épargnais ça aux autres parce que je trouvais pas ça correct et je prenais sur moi. Mais oui, enfin, souvent, les personnes avaient besoin de se décharger au travail. Ouais. Ça revient tout le temps, c'est… Ouais, c'est pas évident. Alors, ce qu'on dit souvent dans les ateliers, parce que ça, c'est une discussion qui arrive aussi assez vite dans les échanges. Et puis, en plus, du coup, comme les personnes commencent à travailler là-dessus, ils commencent à le voir beaucoup. Enfin, ils le voyaient déjà beaucoup chez les autres, mais ils le voient encore plus chez les autres. Et donc, dans les premières précos, on dit, bon, et voilà, ne pas râler sur les râleurs. Ça fait partie aussi, du coup, de la démarche. Et même entre eux, quand on a un groupe qui va partager du temps ensemble, si c'est une équipe, par exemple, si j'accompagne une équipe, je dis attention, c'est chacun qui fait sa démarche pour soi-même. C'est vraiment intéressant déjà de retourner le truc sur soi-même, de dire tiens, et moi, en fait, j'en suis où par rapport à ce sujet? Et même quand ils sont en équipe, hein, par exemple, si j'accompagne un plateau dans un open space, etc., ils portent tous le bracelet pendant plusieurs semaines et tout. Et le principe qu'on se donne, la règle qu'on se donne, c'est je dis pas à mon collègue « Ah, t'es en train de râler, toi !» Vous voyez le doigt pointé, là, comme tout à l'heure, là, dans la fiche. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, OK, en fait, cette situation ne me convient pas. Je fais le constat qu'il y a des râleurs dans mon entreprise et que, voilà, ou dans mon environnement, ou dans mon entourage, le tonton, la tata râleur, on les connaît aussi. Et c'est comment moi, du coup, ça fait partie des situations qui viennent nous frotter, en fait. Ouais. Donc, c'est un super exercice en vrai. En fait, c'est un super exercice de dire, OK, comment moi, face à cette situation, j'ai les ressources pour ne pas rentrer avec eux dans le triangle de Karpman. Moi, je dis souvent, c'est le tourniquet infernal. Hein. Tout le monde monte là-dedans et puis bondit de place en place. Et puis, tant qu'il n'y a personne qui l'arrête, le tourniquet, tout le monde s'amuse joyeusement là-dedans. Donc, comment moi, je fais pour ne pas monter dans le tourniquet avec et comment je reste dans ma posture de responsabilité, d'ouverture et de coopération. Et puis, du coup, comment je trouve des copains qui sont dans ce tourniquet-là, dans le tourniquet de la responsabilité, de l'ouverture et de la coopération. Et quand on prend la peine de prendre ce temps-là, on trouve des copains, en fait. C'est ça qui est super. Et du coup, chacun joue avec ses copains. Et puis, de temps en temps, on essaie de faire des ponts et de
trouver des accords. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un super exercice de se retrouver face à ça. Mais on a l'impression que les personnes qui râlent tout le temps, mais vraiment tout le temps, elles s'en rendent pas compte, ou ça leur fait du bien. Elles se rendent pas compte à quel point c'est insupportable pour les autres. Moi, je suis peut-être un peu trop sensible à tout ça. C'est ce qu'on a vu au tout début. C'est aussi pour ça qu'on fait cet exercice dans les groupes, parce que souvent, eux, ils veulent. En fait, il y a déjà une première prise de conscience qui est je viens à un atelier qui s'appelle J'arrête de râler. Donc, j'ai déjà la prise de conscience qu'il y a un truc qui me convient pas dans ma manière de fonctionner, mais je râle en fait. Je viens à ce groupe-là parce que moi aussi, en fait, je suis touchée par la situation. Et donc, justement, la prise de conscience de combien c'est pesant pour soi d'être dans cet état, de le faire. Donc, de vraiment augmenter le niveau de conscience sur ah ouais, en fait, c'est super pénible d'être comme ça tout le temps, fâché contre tout et tout le temps. Donc, il y en a qui du coup, réalisent vraiment combien ça peut être pesant pour eux et qui réalisent aussi combien ça peut être pesant pour l'entourage. Donc, ça, c'est chacun qui fait son chemin. Et puis, tu as des personnes qui seront peut-être jamais inspirées par la démarche, qui vont même se moquer de nous. Moi, j'ai eu ça aussi en entreprise, c'était hyper drôle. Quand j'ai commencé à instaurer, alors vous imaginez à la SNCF, dans un milieu hyper masculin, des trucs fluo comme ça, avec, on va parler de trucs positifs, machin et tout, dans un milieu industriel, imaginez. C'était hyper drôle de faire ça, du coup. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se moquent, en fait, d'abord. Les gens rejettent, se moquent, non mais vraiment, t'es dans quel monde toi, etc. Et puis petit à petit, ils voient des collègues qui rigolent plus, qui parlent de vrais sujets, qui reviennent, qui ont l'air inspirés, qui ont le visage plus ouvert. Ouais, tu fais quoi toi en ce moment ? Ah je fais les ateliers, j'arrête de râler. Ah bon, c'est quoi ? Et petit à petit, comme ça, parfois, il y a de l'inspiration qui se passe entre les personnes et il y a des personnes qui rejoignent les groupes. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut voir dans toutes les transformations, en fait. On sait que quand on veut emmener des groupes dans des changements culturels, on prend d'abord les 10% qui ont vachement envie, on les met ensemble. Ces 10%-là, ils se transforment. Ils reviennent au contact de ceux qui ne se sont pas transformés, mais qui sont un peu mi-figue, mi-raisin. Alors, tiens, ça a l'air de marcher leur truc. Voilà, j'étais pas un précurseur, j'étais pas un pionnier, mais allez, je veux bien faire le pas de plus avec eux. Et puis, tu auras toujours 10% de la population qui ira pas vers ce changement-là. Et c'est OK, en fait. Voilà, chacun son parcours. Merci. On se construit notre enfer. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut être une vraie prise de conscience, ça, quand on se dit mince. Alors ça quand les personnes commencent à mettre le bracelet, là, dans les premiers jours, en général, il faut faire les 2 ateliers rapprochés parce que dans les premiers jours, ils reviennent, ils disent je me rendais pas compte. Tout ce qui frotte comme ça, oh là là, les 15-30 râleries par jour, ça y est, là, je les vois. Donc, du coup, au tout début, il y a vraiment ça. Ah ouais, on se construit vraiment notre enfer. Bon, ok, alors comment on fait ? Donne-nous les outils, là, maintenant. Comment est-ce que je me pose les bonnes questions ? Comment est-ce que j'identifie mes besoins ? Comment je dis aux autres que maintenant, ça suffit, il faut remplir le tableau Excel, une bonne fois pour toutes. Comment je dis à mes enfants de mettre leurs chaussures à temps avant de partir à l'école ? Comment je m'en fous qu'il y ait une chaussette bleue et une chaussette verte ? Voilà. Donc, on fait un peu de méditation aussi, parfois de pleine conscience, de choses comme ça. Voilà, simplement pour revenir aux sensations. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Voilà, de remettre les choses à leur juste mesure, en fait. Voilà, on n'achète que des chaussures, que des chaussettes de même couleur. Comme Christine, des leggings, des t-shirts. Bon, elle habite en Californie, donc c'est peut-être plus facile que chez nous, mais voilà, leggings, t-shirt, ils dorment habillés. J'ai tous les cliniciens qui vont être contre moi, là.
Voilà, et la vie est beaucoup plus simple. Voilà, ce que je vous propose, sauf si vous avez d'autres questions, j'aime bien clôturer, pour clôturer la forme et donc là la conférence, c'est simplement voilà, d'ouvrir les micros et de dire un mot avec lequel vous repartez ce soir. Un mot qui peut correspondre à une idée ou une action que vous avez envie de mener. Voilà, on n'est pas hyper nombreux, donc ça fait 15 mots en gros. On fait une petite récolte ensemble et puis après, ben, on vous souhaitera à tous une très belle soirée et nuit. Voilà. Qui aurait envie de démarrer J'ai juste une petite question, Ida, excuse-moi. Quand tu fais tes petites rechutes là, à la rentrée scolaire et au mois de Ah non, mais je suis pas là janvier, pour parler de mes rechutes. Non. non, je veux juste savoir à peu Ça a près tout combien de temps cassé, il là, faut que tu Chloé. remettes ce bracelet. C'est juste par rapport au bracelet, combien de temps est-ce que tu le remets à ce moment-là? Un certain Est-ce temps. que c'est toujours 6 mois ou comme à la première fois ou pas? Non, alors, non, ce qui est bien quand même, hein, c'est que mes connexions neuronales se sont refaites. Hein. Ouais. Non, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus Ok. vite. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le mets vraiment tout le mois de septembre, en fait. Je repars sur 21 jours. Je fais pas vraiment le truc, je repars à zéro et tout. Mais par contre, pendant vraiment les 3 premières semaines de la rentrée, je suis hyper attentive à ce truc-là. Voilà. Okay. Et ça m'a vraiment aidé voilà, dans des situations. Je vais faire très vite pour vous raconter l'anecdote, mais quand même, par exemple, ma fille n'avait pas été inscrite à son collège de secteur, vous voyez, en septembre. Donc, on est arrivé, genre 1er septembre, ton enfant en 6e, il n'est pas sur le bon collège de secteur, il va falloir négocier sévère avec l'administration de l'éducation nationale. Donc, c'était une situation assez pénible. Et en fait, je portais mon bracelet. Donc, le fait de porter mon bracelet, ça m'a juste en fait connecté à OK, responsabilité, ouverture, coopération. Ma responsabilité, c'est quoi dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de l'éducation nationale et pour ma fille? Ouverture. Monsieur le proviseur, vous êtes vraiment très sympathique. Comment est-ce qu'on peut discuter ensemble? Coopération. Alors, c'est le collège de secteur. Nous, on a vraiment besoin que notre fille vienne ici parce que c'est un quart d'heure de la maison. Sinon, c'est à 45 minutes à pied. Vous comprenez bien qu'une petite fille de 11 ans, on ne va pas la laisser marcher 45 minutes le matin dans le noir et 45 minutes le soir. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un truc intelligent ensemble? Et en fait, moi, je suis quand même un peu sanguine. J'ai un peu du sang italien dans les veines. Et je pense que, vraiment, sincèrement, si j'avais pas été un peu en éveil, hein, en fait, sur ça, eh ben, j'aurais pu m'agacer, en fait. J'aurais vraiment pu... Donc voilà, donc c'est ça que ça me permet de faire. Et comme je sais qu'il y a des moments qui sont critiques dans l'année, en particulier quand on a des petits, eh ben, j'anticipe. Je crois qu'on avait parlé d'anticipation tout à l'heure. Il y avait un premier mot, il y avait un mot dans les tout débuts qui était venu sur l'anticipation. Ben voilà, c'est une façon pour moi d'anticiper des situations pas faciles à traiter et à essayer de le faire le mieux possible, quoi. Ok. Merci, Ida. Ça vous dit pour le petit florilège de mots avant de se quitter? Est-ce que ça peut être des petites expressions? Est-ce que ça peut être Allez, soyons fous. Moi, je dirais nouveau départ. Nouveau départ, super. Moi, je dirais les besoins, de savoir reconnaître ses besoins. Savoir reconnaître ses besoins. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Marie? Ouais. Moi, je retiens vraiment l'idée de responsabilisation. Voilà, quel espace on a là-dedans, en fait. Et il est énorme dans notre perception, dans notre compréhension des choses et à quel point on a le pouvoir, nous aussi, de voir les choses sous des angles différents. Donc, l'empouvoirment et la responsabilisation à travers tous ces outils. Ouais, super. Moi, je dirais libre arbitre. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de cette notion-là. Et bracelet. Et bracelet. Je t'ai demandé quand même si tu
J'en ai quelques-uns en réserve. Je t'ai demandé si t'en avais. Ah d'accord, pas vu. Sinon, un bon vieux élastique, ça marche bien aussi. Évidemment. Mais donné par Ida, ça n'a pas la même valeur. Un truc surtout qui peut se manier facilement et qui ne va pas craquer parce qu'au départ, ling, 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 ça valse. Super, libre arbitre. Johanna couche les enfants et dit exprimer mes besoins très clairement. Ouais, super. Et Pascal nous disait énergie positive. Merci Pascal, c'est très gentil, merci. Ça me touche. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Alors, c'est Vincent Ouais, c'est ça. Ouais. Je disais, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Espoir. Ce que tu as partagé avec nous. Ah, chouette. Super. Moi, je dirais rock. Parce que je viens d'écrire responsabilité, ouverture, coopération, et ça fait rock, l'acronyme. Ouais. Alors, c'est génial, c'est Hélène, ça. Ouais, c'est moi. Ouais. Alors, c'est génial parce que c'est l'acronyme que j'utilise. Et alors, moi, je rajoute un K entre parenthèses. Ah, c'est rock'n'roll. C'est rock, c'est-à-dire c'est vraiment le truc, on parlait de l'affirmation de soi tout à l'heure, c'est vraiment le truc qui va t'ancrer, tu vois, qui va permettre de... Voilà, je suis là, je dis ce que j'ai à dire, je suis pas en train de râler, mais je fixe mes limites. Et dans le cadre, et ben justement, je danse dans le cadre et je suis prêt du coup à faire des pirouettes, rock and roll, et voilà, et à jouer avec l'inconfort et à avancer quoi. Donc ouais, rock, super. Voilà. J'ai vu Alex le coup. Super. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Ouais. J'ai l'impression que oui. Top. Bah, je laisse, voilà, je vais laisser Alexandra conclure. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Voilà, vivement le présentiel quand même. Hein, mais voilà, c'était vraiment sympa de pouvoir partager ça avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est top. Merci à tous, passez une bonne soirée et si vous êtes disponible, je vous dis au mois prochain pour la conférence d'Almer Moukébert sur son livre Votre cerveau vous joue des tours. Génial. Que des intervenants au top. Ouais. Et peut-être l'un d'entre vous pour le prochain cycle. Hein. Je guette les gens qui reviennent souvent. Hein. Vincent, ça fait plusieurs fois que tu viens. Ah. Fait que 2 fois pour l'instant, mais... Psychologue, donc bon, je fais des petits intervenants. Association, scientifique, psychologue. Je guette les gens assidus hein, aussi. Hein. Merci beaucoup d'organiser ces rencontres. Comme on fait des conférences mensuelles, il nous faut des intervenants. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci encore. Au revoir. Merci.